Europe 1 Soir Week-end. 18h-20h, Pierre de Villeneuve. Elle est aux affaires, comme on dit, depuis 2018. Son nom apparaît publiquement la première fois lorsqu'elle rejoint Bercy. Le ministère de l'économie, elle le connaîtra plusieurs années sous différents titres. Puis ce sera la transition énergétique. La voilà maintenant à l'agriculture, ministre déléguée auprès de Marc Fesneau. Et la crise agricole, elle est loin d'être finie. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Vous sortez d'une réunion justement aujourd'hui à Matignon, où la coordination rurale, deuxième syndicat agricole de France, derrière la FNSEA, dit, selon la formule consacrée, que le compte n'y est pas. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que le Premier ministre s'est engagé sur 62 mesures, que ces mesures sont en train d'avancer, puisque aujourd'hui, plus de 90 de ces mesures ont soit été mises en œuvre, soit très largement avancées. Un exemple, c'est le projet de loi orientation agricole qui sera présenté au Conseil des ministres mercredi prochain. Nous agissons sur le volet de la simplification, puisque les agriculteurs sont confrontés à des normes complexes et nous avons fait un travail pour simplifier ces normes. Nous avons obtenu des bougées majeures au niveau européen, qu'ils reconnaissent d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs la FNSEA ou la coordination rurale, sur un certain nombre de dispositifs qui rendaient la PAC inutilement complexe. Je leur réponds enfin qu'on travaille, comme ils nous l'ont demandé, sur une meilleure répartition de la valeur et sur le fait de faire en sorte que les agriculteurs vivent de leur métier en vendant leur production aux distributeurs qui eux-mêmes la revendent, oui, aux distributeurs dans de bonnes conditions. C'est le prix rémunérateur, ça a été leur premier argument, même avant le salon de l'agriculture, lorsqu'ils sont montés. Lorsque je lis le compte-rendu de la coordination rurale à la sortie de Matignon, ils veulent l'application des prêts aux agriculteurs, des exonérations fiscales supplémentaires, des aides sans notification à l'UE avec plafond passant de 20 à 50 000 euros. Et quant au projet de loi que vous annoncez, le projet de loi d'orientation qui doit être proposé en Conseil des ministres mercredi prochain, voilà ce que dit Véronique Le Floch. Il est loin de nous convenir car il ne met pas la priorité sur les prix que pourraient obtenir les agriculteurs. On en revient en fait, c'est comme s'il y avait eu aucune discussion, aucune concertation avec le gouvernement. On en revient sur ce prix rémunérateur sur lequel ils insistent autant. Alors d'abord, chacun rend compte d'une réunion, mais je peux vous dire qu'elle s'est passée de manière très travailleuse et constructive, et que par ailleurs, mais Véronique Le Floch, que j'ai vu 2 fois d'ailleurs aujourd'hui, le sait parfaitement, nous travaillons avec une mission qui a été confiée à 2 parlementaires sur comment faire bouger les caractéristiques des mesures Egalim qui sont d'ores et déjà en application pour une meilleure rémunération des agriculteurs. Elle en connaît le calendrier, cette mesure a été lancée en février, elle fera ses propositions en juin et ça débouchera sur une loi. Donc, c'est normal qu'une organisation syndicale... C'est de la com ? Oui, je pense que vous avez... Et c'est normal que les organisations syndicales continuent à vouloir obtenir le plus d'éléments et le plus de vitesse. C'est pas une question de confiance, c'est une question de jeu de discussion et de jeu de négociation entre les partenaires sociaux, et en l'occurrence ceux-là, ce sont les représentants des organisations professionnelles agricoles et un gouvernement. Et cette discussion, elle débouche sur des avancées. On l'a vu, Marc Fesneau l'a annoncé hier sur les retraites, avec la prise en compte des 25 meilleures années dès le 1er janvier 2026 et une volonté de convergence vers le régime général. Donc il y aura pendant 2 ans un système intermédiaire et à partir du 1er janvier 2028, un système définitif. Nous avons également parlé, et ça a été largement salué à Dunkerque, du fait que nous allions travailler à ne pas compenser tous les projets industriels, parce qu'il faut le dire, nous redéployons de l'industrie, nous redéveloppons l'industrie dans notre pays, mais par le jeu des compensations, lorsqu'on crée, on artificialise des terrains pour installer ces nouvelles usines industrielles pour des raisons environnementales qui sont très légitimes, il nous faut trouver des terres supplémentaires naturelles, et ça prenait beaucoup chez les agriculteurs. Là, on va travailler à faire en sorte de réduire l'impact sur les agriculteurs. Donc, il y a des questions, nous y répondons rigoureusement, point à point, et de manière organisée. Alors, les personnes de la FNSEA, il y a eu ce congrès du premier syndicat de France qui a effectivement eu lieu à Dunkerque. Je lis également qu'il y a une visite tendue de Marc Fesneau avec des agriculteurs qui attendent du concret. Là, vous venez
très très spécifiquement de m'apporter du concret. Pourquoi est-ce que, là encore, la FNSEA attend du concret? C'est une fois de plus pour mettre la pression. On a l'impression que tout le monde vous met la pression pour arriver finalement à quelque chose de concret alors que vous annoncez déjà du concret. J'ai du mal à comprendre. Mais je pense que vous comprenez très bien, c'est-à-dire que à la fois le gouvernement avance, il y a des élections qui vont opposer les différents syndicats agricoles début 2025. Et chacun doit montrer vis-à-vis de sa base qu'il avance, qu'il met la pression sur le gouvernement. Ça fait partie du jeu classique d'organisation professionnelle. Et nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'intérêt des agriculteurs et c'est de leur trouver des solutions. Et donc nous sommes à l'écoute de tous les syndicats, mais nous avançons avec une ligne claire. Moi, mon combat, c'est l'assiette des Français et c'est le revenu des agriculteurs. Donc il y a une politique électorale dans le monde politique et puis il y a aussi une politique électorale dans les syndicats agricoles. Et tout le monde essaye de trouver... Comme chez les syndicats, comme dans les organisations professionnelles, rien de très nouveau sous le soleil. Mais ce qui est important, c'est ce que nous apportons aux agriculteurs. Et moi, c'est sur ça que je veux me concentrer et que nous nous concentrons avec Marc Fesneau. La France agricole, c'est la France dans l'Union également. Marc Fesneau veut lancer un égalim européen. On essaye déjà de faire un égalim français. Qu'est-ce que ça va être un égalim européen? Un égalim européen, c'est d'abord une force de contrôle qui soit partagée et qui permette de faire respecter nos normes environnementales et qui permette de mieux appliquer les lois que nous imposons, nous, Européens, vis-à-vis d'importations qui viennent de l'extérieur. Un égalim européen, c'est également la question des centrales d'achat ou des centrales de services qui se trouvent hors de France et qui sont utilisées pour la négociation commerciale entre les industriels et les distributeurs et qui, de notre point de vue, permettent d'échapper à l'application de la loi Egalim, alors même que sont négociés à des niveaux extra-français des marchandises, enfin des produits qui sont cultivés en France, transformés en France, transportés en France et vendus en France à des gens qui habitent en France. Avec quel moyen de coercition, justement, en l'occurrence, quel moyen de pression, puisqu'on sait qu'il y a justement un grand acteur de la distribution française qui a sa centrale de distribution à l'étranger, en l'occurrence en Il y a Belgique. 2 acteurs qui ont leur centrale de distribution à l'étranger. Certains sont aussi associés à des partenaires européens. Ça peut se justifier lorsque... On met le couteau sous la gorge, on dit, écoutez, voilà, maintenant il va vraiment falloir bouger, ou est-ce que on laisse le temps de se réorganiser? Nous, on est très clair. Nous, on est très clair. Moi, je l'ai déjà fait vis-à-vis d'une centrale qui négociait depuis l'Europe en Belgique, Eurelec, qui a reçu une sanction administrative de 117 millions d'euros que cette centrale conteste aujourd'hui devant le juge. Et il a été tranché que c'est bien le juge français qui jugera de cette sanction. Alors ça a pris 3 ans et demi, mais nous allons continuer à nous battre pour faire en sorte que le droit français soit respecté sur ce sujet-là. Et nous le ferons sur les autres centrales. Au niveau de l'égalim européen, l'idée c'est d'avoir un texte européen. Dès lors que ce texte est européen, il est appliqué par tout le monde. Et là, je vais dire bon courage, parce que comment est-ce que vous voulez mettre tout le monde d'accord, et notamment sur les prix dans tous les pays européens, sachant que personne n'a le même niveau de vie, personne n'a le même pouvoir d'achat. Non, mais par contre, il y a une disparité on qui est a terrible. tous un enjeu de loyauté des règles commerciales. Et ça, c'est des grands mots, la loyauté. Non, c'est très précis et c'est ce qui permet de condamner des acteurs qui jouent pas le jeu. La loyauté commerciale, c'est ce que va vérifier la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes et qui lui permet de prononcer des amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, c'est plus que des mots, c'est le fait que lorsque vous négociez un contrat et qu'il y a un acteur qui utilise son rapport de force pour déséquilibrer le contrat, eh bien ce n'est pas acceptable d'un point de vue européen. Ça existe déjà, on peut le renforcer, c'est un des enjeux d'une loi Egalim européenne. Ça existe et il y a des cas concrets de sanctions et d'amendes. Typiquement, oui, tout à fait. Et là, pour le coup... Récent. Pour le coup, alors pas nécessairement sur le sujet des centrales, mais j'ai mentionné cette amende de 117 millions d'euros que nous avons fait, et c'est très exactement ce droit français, mais qui s'inspire du droit européen de rémunération de services sans contrepartie, c'est-à-dire que le distributeur impose à l'industriel de payer des choses
que l'industriel n'a jamais demandé. Et du coup, ça lui permet de récupérer de l'argent sur le dos de l'industriel. Et derrière, cet industriel se retourne vers l'agriculteur en disant « Je ne peux pas te payer autant ta marchandise parce que je viens de me faire tondre la laine sur le dos. » Donc, ce type de situation, encore une fois, nous l'avons sanctionné, et ça relève de ce qu'on appelle la loyauté des relations commerciales. Et c'est un sujet sur lequel l'Europe a toujours été en pointe. On va continuer de parler de la France agricole, au sein de l'Union européenne. On va parler également des déficits, de la situation des finances publiques. Agnès Pannier-Runacher est le grand témoin de l'actualité sur Europe 1 ce soir. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end. 18h-20h, Pierre de Villeneuve. La ministre déléguée à l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, est notre invitée ce soir sur Europe 1. Juste un dernier mot sur cette... Alors, on a une vision peut-être utopique de se dire que tout le monde sera d'accord. On s'en a peut-être une vision utopique, et vous allez peut-être me prendre pour un cinglé, de se dire que sur le marché, la fraise espagnole, elle coûtera le même prix que la fraise française et vice-versa. Est-ce qu'on aura toujours des agriculteurs en colère qui déverseront des camions de produits venant d'Espagne? Est-ce qu'on aura toujours des agriculteurs qui diront c'est pas normal que les coûts de production soient pas les mêmes, que les coûts de main-d'œuvre soient pas les mêmes de l'autre côté de la frontière? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a même un semblant d'idée de régler ce problème-là très précis dans une Europe à 27 où on sait que l'homogénéité est totalement impossible? Plusieurs choses dans votre propos. D'abord, la fraise française, elle n'a pas le même goût que la fraise espagnole. Ça, c'est assumé. Ce sont des propos assumés. Ça, c'est des propos très assumés. La fraise de Plougastel, elle n'a pas le même goût que la fraise espagnole. La qualité a un coût. Et moi, je me réjouis qu'en France, on ait des AOP, des indications géographiques protégées, du goût, de la qualité. Et ça a un prix. Et ce prix, on doit être capable de le faire respecter. Et d'ailleurs, on y arrive sur beaucoup d'AOP. Et on a réussi, grâce à l'Europe aussi, à protéger ces indications géographiques et à les vendre à l'international très bien. Ça fait partie de la force de notre agriculture. Oui, mais vous dites ça dans une France, juste une petite parenthèse, vous dites ça dans une France qui a un vrai pouvoir d'achat, qui a un problème de pouvoir d'achat. Alors, on va y venir. D'inflation, et qui, la fraise qui a un meilleur goût, on va y venir, si vous le permettez. D'abord, sur les circuits courts, c'est pas complètement vrai, puisqu'on coupe un certain nombre de frais intermédiaires, et donc, on peut aussi avoir accès par les circuits courts à de l'alimentation de qualité, sans nécessairement empiler les coûts. Mais mettons de côté cet aspect-là. Vous parlez du coût du travail. Nous avons dans les 62 mesures, pris des mesures qui permettent de baisser les charges sociales qui pèsent sur les saisonniers, en particulier ceux qui vont intervenir pour récolter. Donc ça, c'est important pour les filières végétales. Ça contribue à améliorer la compétitivité de notre pays. Donc, nous travaillons aussi à améliorer la compétitivité de notre pays et à faire en sorte que cette compétitivité se rapproche de pays qui, c'est vrai, payent moins bien leurs salariés. Et je pense qu'on peut aussi être fier d'avoir un modèle social où nous avons de hauts niveaux de protection sociale sur non seulement le salaire, mais également la partie maladie, la partie retraite. Parce qu'on perd parfois de vue que derrière ces coûts qui sont plus élevés, il y a un haut niveau de protection sociale par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est aussi un élément, mais nous travaillons à rapprocher et à rendre plus compétitif notre agriculture. Et puis, troisième élément, on n'est pas contre les importations. Et d'ailleurs, ce sont les agriculteurs qui le disent. Si vous écoutez le discours... Pas tous. Alors, pas tous, mais majoritairement, moi j'entends que l'Europe c'est très important. C'est ce qu'ils nous disent. Que la PAC c'est très important. C'est ce qu'ils nous disent. Et que les exportations sont indispensables pour faire vivre des pans entiers de l'agriculture. Je pense notamment à la viticulture. Je pense à d'autres pans. Là où il y a effectivement un débat, c'est la question de la concurrence déloyale. C'est quand, par exemple, nous imposons des contraintes environnementales pour avoir des produits qui soient sans résidus de phytosanitaires, qui soient produits dans des conditions de bien-être animal très exigeantes, ce que nous faisons, et que d'autres pays ne s'imposent pas les mêmes choses. Alors, pourquoi c'est pas homogène là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un gendarme européen qui dit, voilà, maintenant le glyphosate c'est interdit partout? Déjà, il y a un gendarme européen qui prononce des interdictions sur l'ensemble des pays européens.
Et dans les travaux que nous menons, il y a de notre part la volonté d'aligner de plus en plus et d'éviter les surtranspositions françaises par rapport au droit européen. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, et c'est là où il y a souvent le plus d'écart en termes de concurrence, c'est moins entre pays européens qu'en dehors des pays européens. Vis-à-vis des pays non européens, c'est le combat que nous portons dans les traités de libre-échange. Parce que les traités de libre-échange, il ne faut pas oublier que ce sont des traités dans lesquels on peut mettre des règles du jeu dans l'échange commercial et où nous poussons à mettre des clauses miroirs, des clauses de réciprocité sur les enjeux environnementaux. Pourquoi nous refusons de signer le traité du Mercosur? Parce que nous estimons que ce traité qui a été négocié il y a 20 ans, avant tous les enjeux de transition écologique, est totalement insuffisant sur ce volet-là. Il est obsolète. Il est obsolète. Et le président l'a dit dans son déplacement au Brésil, il estime que on peut imaginer un traité à condition que les conditions de concurrence loyale sur les enjeux environnementaux et de biodiversité y figurent. Et c'est possible ? Vous qui connaissez très bien vos homologues justement du Mercosur. Ce qui est très clair, c'est que pour le moment, il n'y aura pas de traité du Mercosur si ces clauses n'y figurent pas. Donc c'est donnant-donnant. Est-ce que ça a été une surprise ? Avec un certain nombre. Non, absolument pas, puisque c'est une position constante. Pour nous, mais justement pour. Non, je pense pas que ce soit une surprise pour les pays du Mercosur. On a échangé, ils connaissent notre position. Il était important que le président la réaffirme. Ce n'est pas contre les pays du Mercosur, c'est une question de principe. On ne peut pas être sérieux si on veut garder une ambition climatique, si on ne se l'impose pas collectivement au niveau de la planète. Moi, j'étais dans la négociation de la COP28, je menais la délégation française. On a très bien travaillé avec le Brésil. Il y a le Mercosur, donc ça... J'allais dire ça c'est fait, mais oui, ça a été mis au banc et c'est le président qui s'est d'ailleurs exprimé là-dessus. Il y a aussi, avec les européennes qui approchent, l'élargissement qui est évoqué, avec la candidature de l'Ukraine qui va être examinée. La question ukrainienne a beaucoup impacté ces élections européennes qui arrivent, et notamment sur la question du blé ukrainien. Alors on sait qu'on a des garde-fous, puisque tout le gouvernement, y compris le président, ont annoncé les garde-fous sur les céréales ukrainiennes, mais est-ce que les agriculteurs que vous croisez, que vous rencontrez, la FNSEA en début de semaine, aujourd'hui la coordination rurale, est-ce qu'ils sont inquiets de ce grenier, j'allais dire, céréalier ukrainien qui arrive? Les agriculteurs, bien sûr, sont inquiets. Et ils nous le font remonter. Vous savez, moi, je les vois tous les jours, je suis sur des exploitations, je les rencontre. Et je vois bien que eux qui sont très orientés aussi sur l'exportation, voient entrer des céréales aujourd'hui à des prix très compétitifs qui ne correspondent pas... Je parlais de la fraise, mais la céréale en volume, c'est... qui ne correspondent pas à leur prix de production. C'est pour cette raison que nous nous battons aujourd'hui. Nous nous battons aujourd'hui pour avoir des mesures de sauvegarde, parce que nous avons effectivement des mesures de sauvegarde qui seraient prévues par les textes, qui n'est pas encore adopté, je veux le préciser, sur l'œuf, la volaille, le sucre, le maïs, donc un texte qui est assez large pour les mesures de sauvegarde, mais nous n'avons pas encore le blé. Et pour le moment, nous estimons que nous devons avoir le blé dans ces mesures de sauvegarde. Je rappelle que ces mesures, elles ont vocation à démarrer dès le 1er juin. Donc c'est pas dans 4 ans, c'est ici et maintenant, et c'est important qu'on puisse continuer à négocier pour y mettre le blé. Quand vous dites nous nous battons contre qui? Il y a toujours un adversaire ou un ennemi? Il n'y a pas d'adversaire ni d'ennemi. Sur l'Ukraine, on a une position très claire. On est solidaire de l'Ukraine parce que ce qui se joue en Ukraine, c'est quelque chose de très important pour les Européens et pour les Français. On l'a suffisamment dit. Mais nous ne sommes pas naïfs et par rapport à ça, il faut être capable de prendre des mesures de sauvegarde pour protéger nos agriculteurs. C'est la ligne que nous tenons et il me faut maintenant convaincre et emporter la décision. Nous négocions à 27, mais comme vous pouvez le constater, nous avons une minorité de blocage, c'est qui nous permet d'obtenir pas à pas des mesures de sauvegarde qui soient plus automatiques, plus fortes, de façon à ce que nos agriculteurs soient protégés par rapport à des exportations qui viendraient d'Ukraine sans droit de douane. Je précise une chose, d'où ça vient, parce que c'est important de l'avoir en tête. Ça vient quand même du fait que les Russes utilisent l'arme agricole et l'arme alimentaire comme arme de guerre.
en fermant les débouchés de l'Ukraine vers la mer Noire, il pousse objectivement toutes les céréales ukrainiennes. Vous savez que c'est une grande nation de production, et quand bien même elle est en guerre, et quand bien même elle a diminué sa production, il en reste quand même beaucoup encore qui sort d'Ukraine, vers le marché européen. Donc, cette pression, elle existerait, quelles que soient les décisions qu'on prend, mais aujourd'hui, nous poussons pour le maximum de protection pour nos agriculteurs, après avoir fait notre effort de solidarité. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que, à date, l'Ukraine qui veut rentrer dans l'Union, l'Europe qui parle d'une seule voix et qui veut que l'Ukraine rentre dans l'Union, est-ce qu'il y a une négociation, puisqu'on parlait tout à l'heure de négociation avec les syndicats agricoles et le gouvernement, est-ce qu'il y a une négociation au niveau de l'Ukraine avec les Ukrainiens qui vous disent « nous, on veut rentrer dans l'Europe » et en plus, après toute l'aide que nous avons reçue à la fois de l'OTAN, des États-Unis et des Européens, nous avons ça et ça comme critères en ce qui concerne l'agriculture ukrainienne. Ou est-ce qu'ils n'ont pas la parole? Est-ce qu'ils n'ont pas la voix de la négociation? Mais la question ne se pose pas dans ces termes. Je rappelle que l'Ukraine, aujourd'hui, est en guerre. Donc elle est concentrée sur le fait de tenir un front. Vous l'avez dit, ça n'empêche pas d'avoir du commerce agricole. Oui, mais parce que ça, elle a toujours eu du commerce agricole. Ça ne change pas son état antérieur. C'est pour ça qu'elle peut négocier. Oui, mais là, vous parlez d'un processus d'entrée dans l'Union européenne. Avec des conditions ou pas? Non. Je vous pose la question, j'ai pas la réponse. J'essaye de vous répondre. Ce processus de discussion n'a pas été entamé. Enfin, soyons sérieux. Ils sont en guerre, donc ils sont orientés vers la guerre. Que la vie quotidienne de l'Ukraine persiste là où vous n'avez pas de front, c'est naturel, et d'où la question des céréales, puisqu'ils continuent à produire pour nourrir leur population et qu'ils cherchent des débouchés. Mais vous me parlez de politique fiction, on n'est pas encore rentré dans une négociation sur l'Union européenne. C'est une réponse. On a simplement indiqué notre souhait, effectivement, de pouvoir les conforter dans une entrée. Et après, comme toute négociation, parce qu'elle aura lieu forcément un jour, c'est un partenariat qui doit être gagnant-gagnant, comme cela a été le cas avec chaque élargissement de pays européens. C'est parfaitement clair. Merci de votre réponse. On reste avec nous, puisque vous avez la gentillesse d'être avec nous jusqu'à 20h en tant que grand témoin de l'actualité. C'est ça l'avantage des grandes conversations, comme ça sur Europe 1. On peut se parler de beaucoup de choses. Et dans un instant, si vous le voulez bien, on parlait des finances de la France qui sont, comme on dit en langage commun, pas géniales. À tout de suite. Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 18h, 20h, Pierre de Villeneuve. Agnès Pannier-Runacher, invitée d'Europe 1, grand témoin de l'actualité en ce vendredi. De par votre formation d'abord, puisque je rappelle que vous êtes énarque, vous connaissez la question des finances publiques, c'est quelque chose qu'on étudie même pas d'ailleurs avant d'arriver à l'ENA, à Sciences Po on l'étudie également. L'année 2024 a commencé très mal avec l'annonce de l'obligation de faire 10 milliards d'économies. Alors on sait que sur un total de 1600 milliards, 10 milliards, ça peut paraître peu, mais c'est quand même 10 milliards. Après, c'est Monsieur Cazenave, le ministre des Comptes publics, qui est arrivé dans la représentation populaire. Il a dit que c'était plutôt 20. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a dit que c'était 50. Puis il y a eu les prévisions de croissance qui étaient mauvaises, 0,8. Le déficit corrigé, mauvais, 5,5 en 2023. Le chiffre abyssal de la dette, 3 000 milliards, 110 points de PIB. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, Agnès Pannier-Runacher? Alors, je crois que tout le monde a pu constater que l'Allemagne est en récession et effectivement, nos recettes fiscales ont été inférieures à celles que nous avions initialement estimées. La trajectoire de dépenses, elle est tenue. Je rappelle peut-être pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est important, que depuis 6 ans que nous avons fait des prévisions budgétaires, et nous sommes, je crois, la seule équipe gouvernementale qui avons eu cette situation, nous avons systématiquement tenu nos prévisions budgétaires. C'est la première fois que nous avons un écart entre notre prévision budgétaire qui s'explique très largement et malheureusement par ce recul, cette croissance qui est moins élevée qu'attendue, sachant que la France est malgré tout... Ça s'anticipe quand même, ce genre de choses. Ça s'anticipe, mais il y a des recettes fiscales qui sont plus difficiles à anticiper que d'autres. Je pense notamment à tout ce qui est droit de mutation à titre onéreux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est un terme technique que j'aimerais bien qu'on m'explique. Alors, c'est lorsque vous vendez votre appartement, vous payez des droits et à ce moment-là, ça vient abonder les recettes fiscales. Et vous avez là aussi des éléments de
prévisions de conjoncture qui peuvent expliquer ces écarts. Mais peu importe. Ce qui est important pour nous, c'est d'agir. Nous l'avons fait en prenant très vite une première décision d'abattre 10 milliards d'euros de dépenses. Ça, c'est ce qu'on pouvait faire. Nous le faisons en transparence et nous l'avons annoncé dès que nous avons eu des indications de possibles dérapages. Et nous préparons le projet de loi de finances 2025 dès maintenant. Thomas Cazenave va recevoir chaque président de groupe du Sénat de l'Assemblée nationale pour faire le point sur leurs recommandations de mesures d'économie. Nous le faisons sans dogme et en accueillant toutes les propositions que nous allons analyser avec un objectif de maintenir une trajectoire sérieuse, puisque ça a été, je crois, la marque de notre gestion. Je rappelle que il y a une autre marque, c'est pas d'impôt supplémentaire. D'ailleurs, Gabriel Attal l'a dit cette semaine sur TF1, 10% des Français payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc on a pu lire à gauche ou à droite des gens qui disent il faut taxer, il faut refaire un impôt. Michel Sapin, ancien ministre des Finances, dit qu'il faut taxer les plus riches. D'autres disent il faut aller sur les super profits, sur Total, sur les énergéticiens, sur les labos qui ont fait de l'argent supplémentaire pendant le Covid. Quel est le mantra du gouvernement sur l'impôt, que ce soit d'ailleurs sur les ménages ou sur les entreprises? Je crois que le Premier ministre, Gabriel Attal, l'a dit très clairement. Il y a 2 lignes rouges. La première chose, c'est que nous ne voulons pas augmenter les impôts sur les classes moyennes qui travaillent ou celles qui ont travaillé toute leur vie. Ça, c'est très clair. Donc ça veut dire qu'il reste 2 extrémités. Les plus pauvres, ce serait quand même sadique. Et les plus riches. Deuxième chose, si je puis me permettre, les plus pauvres, en passant, 50% des Français payent l'impôt sur le revenu. Donc si on devait adresser l'impôt sur le revenu, on ne pourrait pas... Deuxième ligne rouge du Premier ministre, c'est celle de ne pas taxer tout ce qui contribue au travail, c'est-à-dire qui contribue à notre compétitivité. Je veux rappeler que notre pays, par la politique économique que nous avons portée ces dernières années, et notamment des baisses d'impôts importantes, est redevenu le premier pays en termes d'attractivité des investissements étrangers. Quand on parle de ça, ça veut dire des investissements qui créent de l'emploi. Oui. Dans mon territoire des Hauts-de-France, les emplois industriels sont portés à 40%, c'est gigantesque, par des investisseurs étrangers. Nous avons créé 2,5 millions d'emplois ces dernières années et réduit le chômage dans des proportions sur lesquelles tout le monde nous disait c'est impossible, vous n'y arriverez pas, la France est un pays de taux de chômage important. Ça remonte un petit peu dans un contexte, encore une fois, de recul, par exemple, de l'Allemagne, qui est notre part. Oui, mais c'est le contexte. Oui, mais donc ni vous ni moi n'y pouvons quelque chose. C'est le contexte. C'est comme ça. Alors, on y peut effectivement. Enfin, c'est un contexte économique international où la Russie joue son rôle quand même. Il faut aussi le dire. Oui, je veux dire, la pression. La Russie ne joue pas son rôle dans, par exemple, 60 000 fonctionnaires de plus cette année, 70 000 l'année prochaine. Ça c'est extraterritorial. C'est la France qui décide ça. Alors, le gouvernement. Là aussi, ces chiffres, il faut faire attention à des chiffres qu'on balance comme ça. Ce n'est pas des équivalents temps plein. Donc en fait, c'est des gens qui rentrent et qui sortent. Ça ne correspond pas à une réalité en termes. On imagine qu'on a 60 000 personnes en plus qui font le travail sur la fonction publique. Par contre, moi j'assume parfaitement d'avoir remis des policiers sur le terrain, d'avoir remis des gendarmes sur le terrain, d'avoir remis des juges en plus dans notre justice, d'avoir remis des infirmières et des aides-soignantes. Tout ça est important aussi pour notre pays. Que ceux qui pensent vous qu'il allez faut interroger une infirmière enlever... aujourd'hui, elle va vous dire que c'est insuffisant. Vous allez interroger les policiers, ils vous disent que c'est insuffisant. Aujourd'hui, on a une opération place nette à Marseille. Vous avez vu le nombre de policiers et de gendarmes qui sont déployés à Marseille. Vous interrogez les habitants, ils vous disent que c'est insuffisant. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, si c'est comme ça, moi j'arrête? Non, parce que nous essayons au contraire de redéployer des services publics là où nos prédécesseurs les ont repliés. Et ce redéploiement des services publics, il est essentiel. Les gens dans les territoires périphériques, les Français dans les territoires périphériques et les territoires ruraux ont le sentiment de payer beaucoup d'impôts et ont le sentiment qu'en face, le service public n'est pas au rendez-vous. Combien de personnes cherchent sur leur territoire un médecin ?
un médecin généraliste, un médecin de spécialité. Moi, je trouve incroyable qu'on ne puisse pas soutenir ce type de politique. Donc je l'assume pleinement. Donc vous êtes pour l'État-providence, pour reprendre les mots du ministre de l'économie, ou pour l'État protecteur, puisque dans son livre, justement, il dit qu'il faut peut-être réduire la voilure, il faut couper dans les dépenses. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'avoir le bon niveau de service public. Nous avons une trajectoire on est trop haut. Mais non, c'est parce que j'ai d'abord, les services publics, c'est pas l'essentiel de nos dépenses. Nos dépenses, elles sont portées par 3 ensembles d'acteurs. Il y a les collectivités locales, il y a l'État, son budget, et il y a les finances sociales. Quand le Premier ministre interroge la question d'une réforme du chômage, il interroge un de ses budgets. Et là, on parle pas de services publics. Quand nous abattons 10 milliards d'euros de dépenses sur le fonctionnement de l'État, cela ne remet pas en cause toutes les politiques que nous portons pour avoir plus de services publics, plus de maisons France Service, plus de policiers sur le terrain. On s'est arrêté au milieu du gué, Agnès Pannier-Runacher, tout à l'heure, à peu près 3-4 minutes sur la taxation des plus riches. Est-ce qu'on va augmenter la taxation? On sait que Bruno Le Maire, avec le député David Damiel, réfléchit, c'est une taxation européenne des plus riches, ou en tout cas de certaines entités et des entreprises qui font beaucoup de profits. Raphaël Glucksmann, qui en l'occurrence n'est pas du tout de la même obédience, entre guillemets, et qui court pour les européennes aussi. Pourquoi toujours prendre aux plus riches, à ceux qui font aussi d'une certaine manière l'efficacité de la France, à ceux qui emploient, à ceux qui d'ailleurs se sont tués au travail étant jeunes, en faisant des prépas, en travaillant 20 heures par jour, en décrochant ensuite, oui, effectivement, un super boulot, mais après ils arrivent et on leur dit, tiens, finalement c'est à vous qu'on va prendre, alors que vous avez travaillé toute votre vie, vous vous êtes tué au travail quand vous étiez étudiant, vous avez décroché un bon job, et maintenant, puisque vous avez un variable absolument stratosphérique, on va prendre dessus. Alors, je pense qu'on ne s'adresse pas à ces gens-là, puisque des gens qui se sont tués au travail depuis qu'ils sont étudiants, j'en connais beaucoup, et ils ne font pas partie de ces 0,01% des plus riches, ce qui ne les empêche pas de payer beaucoup d'impôts, et c'est ce que mentionnait d'ailleurs Gabriel Attal en disant 70% des impôts sont payés par 10% de la population. En revanche, on observe que ce soit pour certaines très grandes entreprises, et je veux dire, il faut pas faire d'amalgame sur toutes les entreprises parce que c'est souvent un peu facile, certaines très grandes entreprises ou certains profils. Citons-les, comme ça on ne dira pas d'amalgame. Non, parce que encore une fois, on va pas les citer parce que chaque cas est particulier, où on constate que le taux d'imposition payé est très largement inférieur à la moyenne des Français. C'est ce sujet-là qu'on attrape. Quand Bruno Le Maire et le président de la République se sont battus pour avoir une imposition minimale des grandes entreprises, c'est très exactement au niveau international. Et nous l'avons obtenu. Oui. C'est très exactement ce que nous avons fait. Quand nous avons cherché à taxer les plateformes numériques, c'était pas parce qu'on trouvait mal que des plateformes numériques se développent. Si ça crée de l'emploi, si ça crée de la richesse, tant mieux. Mais si en revanche, vous avez des passagers clandestins qui font du bénéfice, ce qui est très bien, mais ne payent pas leur impôt et donc leur écho au fonctionnement des pays, là, il y a un problème. Donc c'est un enjeu d'équité fiscale. Donc là, vous citez une toute petite partie des entreprises qui sont, j'allais dire, border, en bon français, avec l'illégalité, quoi. On est vraiment à la marge, quoi. C'est-à-dire qu'on fait de l'optimisation fiscale. Je pense qu'il y a deux choses. Après, il y a des cabinets spécialisés là-dedans. L'optimisation fiscale, vous savez que si elle n'a pour seul objectif de diminuer l'impôt, c'est interdit. Ça, c'est le Code général des impôts, et c'est souvent utilisé par nos brigades fiscales pour faire des redressements. Et je rappelle que cette année, nous avons un montant maximal de redressement. Donc, nous sommes implacables avec les tricheurs. Mais quand on songe, puisque vous avez parlé des entreprises... Quand on parle d'imposition, encore une fois, l'enjeu est d'avoir une logique d'équité fiscale, mais de ne pas freiner le développement de l'emploi. Et vous avez raison de souligner que beaucoup de personnes qui contribuent au développement de l'emploi ont une valeur pour un pays. Donc l'enjeu, c'est d'être équilibré. Et que la France, c'est un constat aussi, est le pays où le niveau des prélèvements obligatoires est le plus élevé. Avec le Danemark. Donc il n'y a pas de réponse qui soit absolue. Par contre, le débat doit avoir lieu. Moi, je pense profondément que le débat doit avoir lieu. Et encore une fois, 2 lignes rouges chez nous. On ne taxe pas plus les classes moyennes
parce qu'elles payent leur éco à la société. Et la deuxième chose, et vous voyez, elles n'ont pas de stratégie d'évitement possible. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui contribue à créer de l'emploi en France ne doit pas être taxé plus. Donc, par exemple, les TPE, les PME, qui sont des gens qui tous les jours ont des soucis parce que ils ont des petites structures et ils n'ont pas du tout les structures des grandes entreprises. Je crois que c'est l'esprit. Et quand on leur dit, bah, on va peut-être pas vous, comment dirais-je, on va remettre en cause la CVAE qu'on voulait enlever, puis finalement on va peut-être la maintenir jusqu'en 2027. C'est la petite musique qui monte en ce moment. C'est pas forcément un bon signal non plus. Qui est un impôt. Alors, moi, j'entends des petites musiques. Je ne crois que aux vraies décisions. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un travail où nous ouvrons la porte à toutes les propositions parce que nous allons faire le travail rigoureusement et sans dogme. Nous avons précisé nos lignes rouges et tout cela a vocation à se retrouver dans le projet de loi de finances pour 2025. En bon ordre. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été le grand témoin de l'actualité ce vendredi soir sur Europe 1. Comment va Jacques Vendroux ? Eh ben, je vais bien, je vais très très bien. Vous avez fait du ski nautique ce matin ? Oui, j'ai fait du ski nautique pour mon ami Pascal Praud sur CNews à 10h25. Vous en êtes remis ? À peu près. Alors de quoi on parle ce soir ? Alors on va parler, vous savez que tout à l'heure, il y a un derby extraordinaire entre Lille et Lens, c'est à 21h. Et on va faire une grande thématique sur les grands derbys dans le monde du football, que ce soit dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en France. Donc on va faire une magnifique thématique sur les grands derbys. Et puis surtout, on va recevoir une championne incroyable, Mélina Robert-Michon, lanceuse de disques. Et elle va, tenez-vous bien, participer à ses 7e Jeux Olympiques prochainement. C'est incroyable, hein. Elle va porter le drapeau, je crois, non ? Et normalement, elle devrait porter le drapeau. Normalement. On croit savoir dans les milieux autorisés. Alors, vous savez qu'Agnès Pannier-Runacher, elle est pour Lens, ce soir. Ah, très clairement. Et d'ailleurs, on va gagner. Madame la ministre a complètement raison, parce que moi, j'ai été élevé avec le Racing Club de Lens, parce que je suis originaire de Calais. Et donc, j'allais à Lens, au stade Bollaert, avec mon papa quand j'étais petit garçon. Oui, le stade Bollaert, c'est le seul endroit où vous avez, c'est peut-être pas le seul endroit, mais c'est un des endroits où vous avez plus de personnes dans le stade que dans la ville. C'est vrai. Que d'habitants dans la ville. C'est vrai. 38 000 places. C'est vrai. Belle soirée sur Europe 1 avec Jacques Vendroux. À bien, les amis.